Bien, rebonjour. Donc, merci beaucoup aux organisateurs de me permettre d'être parmi vous aujourd'hui. Et je tiens à vous féliciter justement les organisateurs pour l'organisation de ce... Non, j'ai pas besoin merci. Pour l'organisation de ce colloque, c'est effectivement très important que nous puissions nous rencontrer autour de ce genre de thème. Donc aujourd'hui, mon propos sera la question de la balance bénéfice-risque des médicaments psychotropes. Alors tout d'abord, il faut rappeler que pendant les études médicales, pendant les études en général de santé, tous les étudiants en médecine apprennent ce principe. Alors les médecins adorent le latin, donc primum non nocere, ça veut dire d'abord ne pas nuire. Donc en fait, pendant toutes nos études médicales, on apprend ce principe de base qui est que toute intervention thérapeutique doit être plus bénéfique que nuisible. Je m'étonne de vos rires. Et effectivement, c'est important de le rappeler, car du point de vue du patient, quand il sort de la consultation avec le médecin, déjà pas enthousiasmé à l'idée de prendre un traitement, qui va à la pharmacie chercher le traitement, qui rentre chez lui, qui ouvre la boîte et qui tombe sur ce type de notice. Alors j'ai pris au hasard un antipsychotique, mais c'est tous les mêmes en fait, voilà. Où on voit une liste interminable de complications toutes plus horribles les unes que les autres qui peuvent arriver quand on prend ce traitement. C'est difficile, très difficile, du point de vue du patient, de comprendre que nous autres prescripteurs, on fonctionne en fait, donc juste, vous connaissez, alors est-ce qu'on peut revenir sur la diapo s'il vous plaît? Donc vous connaissez, bien sûr, vous avez tous ouvert une boîte de médicaments avec ce type de liste où les effets secondaires les plus graves sont d'abord mentionnés, puis après les plus fréquents, les moins fréquents, etc. Mais quand on est patient, on n'a pas du tout ce raisonnement probabiliste, c'est-à-dire que quand on voit cette liste, on pense bien sûr que ça va forcément arriver, que c'est pas 1 sur 100, 1 sur 10 000. C'est très difficile de demander aux gens d'avoir un raisonnement probabiliste. Donc, quand on voit cette longue liste d'effets secondaires et de complications qui peuvent arriver, c'est assez difficile, effectivement, de comprendre que, du point de vue du prescripteur, en fait, on fonctionne avec et on prend nos décisions en se basant sur ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque, ou, comme le veut le principe primum non nocere, pour toute décision thérapeutique, on doit faire en sorte que les bénéfices l'emportent sur les risques, pour toute personne chez qui on prend une décision. Alors, donc aujourd'hui, mon sujet concerne les psychotropes. Il est hors de question de passer en revue toutes les classes de psychotropes, donc je vais me centrer aujourd'hui en fait sur une classe de psychotropes, mais le raisonnement est le même en fait, quelle que soit la classe, qui est celle des antipsychotiques ou des neuroleptiques. Donc, comme vous vous rappelez tout à l'heure, Monsieur Hamon, effectivement, cette classe de médicaments a été découverte par 2 psychiatres français, les professeurs Delay et Deniker, qu'on voit ici dans les couloirs de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Et en fait, dans les années 50, ils ont découvert l'effet sur les symptômes psychotiques, idées délirantes, hallucinations notamment, d'une molécule, la chlorpromazine, qui existe encore, qui s'appelle le Largactil. Et comme le rappelait tout à l'heure Monsieur Hamon, les bénéfices de ce traitement ont été immédiatement évidents. C'est-à-dire que vous voyez sur la courbe en bas, en fait, le nom. Alors c'est une courbe qui est issue de statistiques nord-américaines parce qu'on n'a pas de telles données en France, mais en fait, on pourrait, si on avait les données, je pense, reproduire la même courbe. Donc on voit en milliers d'habitants par an le nombre de personnes qui étaient hospitalisées aux États-Unis avant la découverte des antipsychotiques dans les années 50. Et on voit, après la découverte des antipsychotiques, une réduction extrêmement massive du nombre de personnes qui sont hospitalisées sur une année donnée aux États-Unis. Alors bien sûr, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Il n'y a pas que les antipsychotiques qui expliquent certainement ce phénomène, mais clairement, le bénéfice des antipsychotiques a été évident et de manière massive. Et ça a été le véritable début de la révolution psychopharmacologique et qui a transformé la vie de milliers de personnes et de millions de personnes et qui continue à transformer la vie de millions de personnes. Donc il y a un réel bénéfice à ces médicaments. Mais si on regarde la définition qu'ont proposée dès les années 50 les professeurs Delay et Deniker pour définir ce qu'est un neuroleptique ou un antipsychotique, on voit, donc ils avaient défini 5 critères qui permettaient de définir qu'est-ce qu'est un médicament neuroleptique, et on voit d'entrée que dans ces 5 critères, en fait, la question du bénéfice-risque est déjà là.
c'est-à-dire en vert, vous avez les effets bénéfiques attendus du traitement. Un effet sur l'excitation et l'agitation, ce sont les propriétés antimaniaques, on va dire, et bien sûr la cible de ces traitements qui sont la réduction des troubles psychotiques aigus et chroniques. Donc l'effet antipsychotique très spécifique à ces molécules, mais en rouge sont listés d'entrée dans les critères définissant ces molécules des effets indésirables, des risques. Le premier qui est la création d'un état d'indifférence psychomotrice, on ne cherche pas ça a priori quand on prescrit ce type de médicaments. Et le deuxième risque qui est l'apparition de ce qu'on appelle des effets extrapyramidaux. Alors les effets extrapyramidaux, vous savez certainement ce que c'est le terme technique pour désigner tous les effets secondaires sur la motricité, donc notamment des raideurs musculaires, un syndrome parkinsonien, des impatiences, etc., ce qui a valu à ces molécules leur réputation de camisole chimique, parce qu'en fait il y a vraiment un effet très très fort sur la motricité. Donc d'entrer dans la définition de la molécule neuroleptique, il y a la notion de bénéfices et risques. Alors cette définition s'est affinée au cours des ans, puisque donc, il y a les premières molécules antipsychotiques neuroleptiques. Je mets chaque fois les deux termes parce qu'en fait ils sont synonymes. Donc les premiers antipsychotiques dits de première génération, ceux qui ont été découverts dans les années 50, 60, 70, dont le chef de file actuel, on va dire, c'est l'Aldol, c'est celui le plus prescrit. Donc, des médicaments très efficaces sur les symptômes psychotiques, mais avec un prix à payer qui est celui de l'apparition de ces symptômes moteurs dont je vous parlais tout à l'heure, de ces effets extrapyramidaux. Il y a une vingtaine d'années, on a pensé que la balance bénéfice-risque de ces molécules allait enfin s'améliorer, parce que c'est quand même assez pénible à vivre au quotidien, ces effets extrapyramidaux, c'est très invalidant, c'est une source majeure d'arrêt des traitements, parce que les patients, bien sûr, c'est très pénible d'avoir ces sentiments de raideur, ces impatiences. Donc, il y a une vingtaine d'années, on a pensé que ce problème allait se résoudre et qu'on allait vraiment avoir une deuxième révolution quand les molécules dites, les antipsychotiques, est-ce que je pourrais avoir la diapo, s'il vous plaît ? Quand les antipsychotiques dits de seconde génération sont apparus. Et ces antipsychotiques de seconde génération, dont vous là aussi vous connaissez les noms, le plus dans l'ordre ça a été le Risperdal, puis le Zyprexa. Maintenant on a aussi il y a le Soliant, l'Abilify et le Seroquel. Enfin voilà. Donc c'est les 5 molécules, on va dire, qu'on peut prescrire en première ligne actuellement dans les pathologies psychiatriques sévères. Donc on a pensé que la balance bénéfice-risque allait s'améliorer et qu'on aurait le bénéfice des antipsychotiques, parce que les antipsychotiques de seconde génération sont aussi efficaces que ceux de première génération, pas plus, mais autant, c'est déjà pas mal, mais sans les risques, parce qu'effectivement, ces molécules avaient beaucoup moins d'effets secondaires extrapyramidaux, et donc beaucoup moins de ces problèmes que vivent au quotidien les patients qui prenaient les premières générations. Mais très vite, on s'est aperçu qu'il y avait aussi un prix à payer et qu'il y avait aussi des risques. Alors les risques étaient différents. C'était cette fois-ci des risques métaboliques. Alors, par risque métabolique, ça a déjà été évoqué tout à l'heure. On sait que ces médicaments, on a découvert très rapidement que ces médicaments entraînaient une prise de poids importante, entraînaient des risques de diabète et des risques d'anomalies au niveau des lipides, d'hypercholestérolémie, d'hyperglycémie, d'hypertriglycéridémie, donc une augmentation globale du risque cardiovasculaire. Donc, en fait, on a effectivement garder les bénéfices, mais avec d'autres risques. Alors, ce que je vous présente avec cette diapositive, s'il vous plaît, est une présentation un petit peu simpliste de comment on peut classer les molécules antipsychotiques en fonction de bénéfices et risques. En fait, les choses sont encore plus compliquées. C'est-à-dire que chaque molécule, finalement, a son propre profil bénéfice-risque. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant à prendre en compte. Alors, comment est-ce qu'on peut l'explorer et l'étudier de manière, avec les outils de recherche? On dispose de techniques sur lesquelles je ne vais pas rentrer, qui permettent en fait de comparer 2 à 2 les profils d'effets secondaires des molécules. Alors, sur ce graphique, c'est une méta-analyse qui est parue il y a relativement récemment. En fait, vous voyez, chaque rond représente une molécule. AL, c'est aldol, RIS, c'est risperidone, PBO, c'est placebo. Et en fait, ce graphique résume tout le nombre d'études qui ont permis de comparer 2 à 2 chacune de ces molécules. Plus le rond est gros et plus il y a eu d'études.
Et les auteurs, ils ont colligé toutes les études qui avaient été faites, ils les ont résumées par une technique de méta-analyse qui permet en fait de synthétiser toutes les données de la littérature à un moment donné pour pouvoir en fait aboutir à un classement des molécules en fonction du degré de risque de chaque molécule. Et c'est ça qui est important à savoir. Et c'est ça que chaque prescripteur devrait connaître. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas binaire le risque, c'est plus ou moins. Chaque molécule est associée à un risque plus ou moins élevé de survenue de tel ou tel effet secondaire. Par exemple, pour la prise de poids, on peut classer toutes les molécules selon un gradient qui va de l'aldol, qui est la molécule qui fait prendre le moins de poids, jusqu'au Zyprexa, qui est la molécule qui fait prendre le plus de poids. Alors, encore une fois, ceci, c'est en moyenne chez les patients, et c'est bien sûr en considérant que l'effet de la molécule. C'est-à-dire on ne considère pas les médicaments associés à la molécule. Donc on fait comme si les patients ne prenaient qu'une molécule. On peut remettre la diapositive, s'il vous plaît. Donc, sur cette diapositive, vous voyez en fait que chaque molécule va se positionner en risque plus ou moins important de prendre du poids. Par exemple, la risperidone va être au milieu. Il y a des produits qu'on n'a pas en France, mais par exemple, quand je vous dis les antipsychotiques de seconde génération font prendre du poids, mais ce n'est pas vrai pour tous. Vous avez l'aripiprazole qui est l'Abilify qui fait prendre très peu de poids. Donc c'est très important de bien connaître le profil pharmacologique de chaque molécule et d'oublier aussi ces histoires de première et seconde génération. On peut faire la même démonstration pour les effets secondaires extrapyramidaux. On va classer les molécules en fonction qu'ils induisent plus ou moins d'effets extrapyramidaux, plus ou moins d'effets moteurs. Alors, bien sûr, là, ce n'est pas une surprise, celui qui en induit le plus, c'est l'aldol. Celui qui en induit le moins, c'est la clozapine, le Leponex, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, voire même il protège, il améliore les effets des autres. Et puis ensuite, on peut grader comme ça les médicaments sur leur plus ou moins forte probabilité d'induire des symptômes extrapyramidaux. Et donc, c'est la connaissance de ce profil pharmacologique spécifique de chaque molécule qui peut permettre, pour un patient donné, d'adapter en fonction de son profil de tolérance, en fonction de son histoire, la balance bénéfice-risque. Quelqu'un qui est en surpoids, il est évident qu'on va éviter de lui donner une molécule qui va aggraver ce surpoids. Enfin, on va essayer. Quelqu'un qui a une sensibilité extrêmement importante aux effets extrapyramidaux, on va cibler les molécules qui ont le moins d'effets extrapyramidaux. Alors là, je vous donne deux exemples, mais on peut faire les mêmes analyses ont été faites sur la sédation, sur les risques cardiaques, etc. Donc on a un profilage, on le connaît, ce profilage de chaque molécule en fonction du profil de risque qu'elle a. Alors je vous parle du risque, mais il ne faut pas oublier l'efficacité. Alors là, les choses sont un peu plus simples. On va dire qu'il y a le Leponex et les autres. En clair, il y a grosso modo tous les antipsychotiques commercialisés ont globalement la même efficacité, sauf un, qui est le Leponex, la clozapine, qui, elle, démontre dans toutes les études disponibles à ce jour une efficacité remarquable par rapport à tous les autres produits. Et c'est bien pour ça que cette molécule est indiquée dans la schizophrénie résistante. Alors, là aussi, quand on fait du bénéfice-risque, il y a un prix à payer. Bien sûr, c'est une molécule irremplaçable qui a vraiment révolutionné la prise en charge des patients qui en ont bénéficié et leur devenir et leur vie au quotidien, mais il y a des risques. On connaît ces risques, ils sont bien documentés. On sait par exemple effectivement que cette molécule peut diminuer le nombre de globules blancs, ce qu'on appelle en termes techniques une agranulocytose. On sait surveiller ce risque avec les prises de sang hebdomadaires puis mensuelles. On sait aussi de manière plus rare que cette molécule peut... Alors c'est un événement, là aussi, la granulocytose, on le redoute, mais finalement c'est assez rare. On sait aussi que cette molécule peut induire des problèmes cardiaques. Est-ce que je peux avoir la diapositive, s'il vous plaît ? Peut induire des problèmes cardiaques, peut induire des problèmes, alors là, beaucoup plus fréquents, de constipation, de sédation, de prise de poids, d'hypersalivation, etc. Donc, tout un cortège d'effets qui, effectivement, en début de traitement, souvent, c'est extrêmement difficile pour les patients parce qu'il y a tout un tas d'effets secondaires, une surveillance particulière, mais le bénéfice est incontestable. Et en fait, le souci, c'est que quand on regarde cette molécule qui est vraiment, en termes de ratio bénéfice-risque, quand même, le bénéfice l'emporte très très souvent sur les risques, on est stupéfait de voir combien elle est peu utilisée en France. Donc ça, ce sont des études que nous avons faites.
où effectivement, quand on sait qu'il y a environ 25 à 30% des personnes souffrant de schizophrénie qui ne répondent pas bien à un traitement antipsychotique standard et qui potentiellement peuvent relever de ce traitement. Quand on regarde le pourcentage de personnes traitées par antipsychotiques qui ont au moins une tentative de prise de l'Eponex, 1,2%. Quand on regarde la durée de traitement par ce médicament, la durée moyenne de traitement, 50% des personnes arrêtent dans les délais de 6 mois. On sait qu'il faut au moins 3 à 6 mois avant d'évaluer l'effet de ce traitement. Alors, c'est vrai qu'on avait été un peu stupéfait quand on a vu ces données et on l'a été effondré, en fait, parce qu'on participe actuellement à une étude internationale sur la clozapine. On a été sollicité donc, pour mettre nos données en commun avec celles de 17 autres pays dans le cadre d'une étude internationale. Et on a ici, vous avez représenté par pays les taux d'utilisation de la clozapine. Donc en rouge, c'est la France. On est juste au-dessus du Japon, qui lui est à 0. En haut, c'est la Finlande. Donc on est un pays au monde, le pays au monde actuellement, enfin pour lequel on a des données disponibles en population générale, qui utilise le moins ce produit. Et ça, c'est quand même un problème, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il y a des tas de patients actuellement en France qui devraient bénéficier de ce traitement, qui n'en bénéficient pas. Et ça, c'est du bénéfice-risque mal compris. C'est-à-dire qu'il y a une surévaluation des risques au détriment du bénéfice. Je pourrais vous faire exactement la même démonstration pour le lithium, je n'ai pas le temps, mais il y a 2 scandales sanitaires actuellement en France en termes d'utilisation des produits, qui sont la sous-utilisation du lithium et la sous-utilisation de la clozapine. Parce qu'on surévalue le risque, on a une mauvaise évaluation des risques associés à ces traitements au détriment des bénéfices qu'ils peuvent avoir. Alors, il y a un autre point sur lequel je vais passer brièvement, là aussi qui mériterait toute une présentation, qui est une situation particulière. Là aussi, vous êtes informés bien évidemment des scandales sanitaires qu'il y a actuellement dans le cas des traitements psychotropes, et notamment des problèmes... Est-ce qu'on peut remettre la diapositive, s'il vous plaît ? Et des problèmes qu'il y a autour du risque tératogène, du risque de malformation qui a consécutif à l'usage de médicaments type dépamide, dépacote, dépakine chez la femme enceinte. Donc la situation de la grossesse est une situation particulière en termes de bénéfice-risque parce qu'il y a 2 personnes à risque, une personne malade et une personne potentiellement non malade. Une personne malade qui a besoin d'être traitée, pour laquelle si on ne traite pas, on a aussi des risques pour le fœtus et pour la mère. Et une personne non malade qui est le fœtus, qui lui, qu'on va exposer à des médicaments. Donc là aussi, on a des données épidémiologiques, pharmaco-épidémiologiques, on connaît les traitements à risque, a priori tout nouveau traitement est à risque, mais on connaît plus exactement des médicaments pour lesquels l'innocuité est quand même relativement bien démontrée, bien étayée. Donc là aussi, il faut bien connaître la pharmacologie. C'est une pharmacologie très particulière. Si on ne la connaît pas, il y a des centres qui peuvent permettre aux prescripteurs de savoir quelle est la conduite à tenir chez les femmes enceintes et chez les futures femmes enceintes, parce qu'on ne s'improvise pas une fois qu'on sait que la femme est enceinte de 6 semaines, une conduite à tenir thérapeutique. C'est des choses qu'il faut prévoir avant le plus possible. Et ça, c'est vraiment une situation aussi extrêmement importante et pour laquelle il faut être extrêmement vigilant. Donc en conclusion, comme vous l'avez compris, j'insisterai aujourd'hui sur la nécessité d'une prescription personnalisée. Si on veut équilibrer la balance bénéfice-risque, il est évident qu'il faut adapter chaque traitement à chaque patient spécifique. Ça implique du côté du prescripteur que le prescripteur doit connaître parfaitement les profils pharmacologiques des psychotropes. Ils doivent les connaître par des formations indépendantes de l'industrie. Alors en France, ça c'est aussi... Je vous remercie de votre soutien. Voilà. Ah. Ouais. Donc, mais c'est à vous, c'est aussi, c'est à nous, mais c'est aussi à vous, bien sûr, de demander ce genre de choses. Il faut informer le patient. On ne peut pas faire du bénéfice-risque sans que le patient soit informé des risques. Et informer le patient des risques, ce n'est pas lui faire arrêter le traitement, au contraire, c'est lui permettre de devenir acteur de son traitement. Il a le droit de connaître les risques, il faut l'en informer, ça passe par l'éducation thérapeutique. Rechercher, entre autres, prendre en compte les effets indésirables. Du côté du patient, bien sûr, le patient il doit comprendre qu'il y a des bénéfices, mais qu'il y a aussi des risques. Donc ça, il doit en être informé. Il faut discuter avec lui. Il faut que le patient informe le prescripteur des effets indésirables. Et juste un dernier point pour conclure. Il faut que tout le monde
soient informés par rapport à Internet, parce qu'actuellement, Internet est une source très importante de recherche d'informations et ça peut être absolument terrifiant ce qu'on retrouve sur Internet. Et il faut connaître le label de qualité qui permet de savoir que l'information qui est donnée sur le site a été validée par des professionnels de santé. Très peu de gens et très peu de prescripteurs et très peu de médecins connaissent ça. Donc, informent très peu leurs patients. Il faut connaître le label Health on the Net, qui veut dire que c'est un label qualité et que les informations qu'on a sur le site sont à peu près de bon niveau. Je vous remercie de votre attention.